Merci beaucoup. Je voudrais remercier Hélène Arter et Paul-Henri Giraud qui sont les organisateurs de ce séminaire, de cette grande première cette année. Je remercie aussi notre hôte à l'ENS qui nous accueille tous les mois le mardi soir. Donc j'ai la tâche un peu rude de parler des crises financières et économiques aux États-Unis et de leur succession et de leur impact sur la société américaine. Donc il y a beaucoup à dire évidemment. Donc je vais essayer et pardonnez-moi d'avance, de faire quelques raccourcis, mais j'espère pas trop de choses non dites. Et bien sûr, n'hésitez pas pendant la discussion à revenir sur des points que j'aurai à peine ébauchés. Alors, en fait, je voulais parler de quatre choses, ou deux fois deux éléments, deux fois deux groupes d'éléments ce soir. D'une part, ce que j'ai appelé les éléments transformateurs ou les leçons de deux crises qu'on peut appeler deux crises totales, que sont bien sûr la crise de 1929 et la crise de 2008. Et je reviendrai à la fin de cette courte présentation sur la valeur de la comparaison et ce qu'elle en dit et ce que l'on peut en tirer. Deuxième point sur lequel je voudrais revenir sur ce que j'ai appelé la filigrane des constantes, c'est-à-dire un certain nombre de constantes, d'invariants qui existent toujours malgré les crises et malgré la répétition des crises. Et donc en particulier, je reviendrai sur le crédit aux États-Unis, l'histoire du crédit, le crédit à tout prix, en particulier dans ce deuxième point. Et alors le troisième et quatrième point, je voulais faire une sorte de zoom arrière et parler un petit peu de la méthode. Alors c'est un terme très très français qu'on n'utilise pas exactement en anglais, en tout cas en américain, en anglais américain qui est ma langue. Et je voudrais revenir sur... alors c'est un concept de droit constitutionnel, la pénombre, penumbra, l'ombre portée, et l'ombre portée des sources. Donc qu'est-ce que ça veut dire aux États-Unis que de travailler sur des crises financières, c'est-à-dire quelle est la muraille à laquelle on se heurte lorsque l'on doit essayer de trouver des hard data, donc des données, en particulier avoir accès à des banques et aux archives des banques. Donc ça, c'est vraiment un élément extrêmement difficile. Mais cette difficulté en soi, je pense, porte une ombre sur, évidemment, les éléments que l'on peut en déduire et les généralisations éventuelles, l'abstraction que l'on peut faire à la fois des événements et puis ensuite des causes qui ont produit ces événements, donc dans le cas présent des crises. Et le dernier point sur lequel je voudrais revenir, c'est sur le rôle de la comparaison, la visée de la comparaison. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On a beaucoup entendu parler de la comparaison entre 2008 et 1929, du rôle des banques dans les deux cas, de l'innovation financière. Et donc je voulais revenir peut-être plutôt sur ce que c'était qu'une comparaison et quelle visée ça entraînait. Alors, dit de façon beaucoup plus prosaïque, is it never again or one more time? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce couple? Et puis, peut-être en conclusion, je dirais deux mots d'indicateurs alternatifs qui sont aussi utilisés, alors dans une approche beaucoup plus hétérodoxe, pour essayer de contrer alors peut-être j'emploie ce terme à dessein, mais l'impérialisme du PNB, de GDP, GNP, et donc en particulier Sen-Fitoussi, et comme vous le savez, Sen-Fitoussi et Stiglitz ont beaucoup travaillé sur des éventuels indicateurs alternatifs qui permettraient de mesurer une croissance ou une décroissance de manière différente. Donc je voulais aussi revenir sur ça. Alors le premier point, et puis j'essaierai de vous montrer des slides qui ne sont pas très verbales, donc je sais qu'il est tard, on est mardi soir, il pleut, c'est la fin du semestre, donc j'ai essayé d'insérer dans cette présentation des choses un peu plus visuelles. Alors je voulais... pour ce premier point, donc éléments transformateurs ou les leçons de crise totale, revenir très très rapidement sur quelques éléments de la crise de 1929, donc appelée la grande récession, donc la grande dépression, pardon. Donc comment est-ce qu'elle se manifeste? Alors elle commence à Wall Street, comme tout le monde le sait, et elle fait suite à une euphorie qui est celle des années folles. Alors j'utilise ces termes puisqu'on y reviendra pour 2008, le Roaring Twenties. C'est donc un événement un peu exogène qui produit alors ce que Irving Fisher a appelé un déplacement, un displacement, qui fait que la bulle spéculative, le phénomène de bulle éclate. Donc ça conduit donc dans un premier temps à un krach boursier
à Wall Street en octobre 1929, le fameux jeudi noir. Et puis s'ensuit à la fois une crise économique, une crise financière. Il y a des centaines de banques ferment font faillite entre 1929 et 1930, 31, 32, 33, 34, qui est le plus fort de la crise bancaire. Donc vous pouvez relire Milton Friedman, bien sûr, dans son analyse monétaire de la crise des années, de la fin des années 20. Et à partir de là, est remis en cause ce que l'on appelle la question de l'effet de levier, c'est-à-dire d'où viennent les fonds, comment sont-ils utilisés, quelle est la nature de la spéculation. Donc, le Congrès américain s'empare en la personne de Ferdinand Pecora, donc ça c'est la une de Time Magazine, qui va mener une commission d'enquête du Congrès américain. Donc vous avez ici la page de couverture, donc hearings, qui sont les auditions qui sont menées par Pecora, donc février-mars 1933. Et je voulais simplement alors l'un des principaux accusés, entre guillemets, ou témoins, si je suis plus neutre, et JP Morgan, que vous voyez ici, le monsieur que l'on voit légèrement de dos, avec des cheveux blancs. Et je vous ai simplement pris un petit passage que je voulais voir avec vous sur la façon dont Morgan se considère et la façon dont il pense ou pas que sa banque, donc JP Morgan, a été un des fers de lance de la précipitation de la crise financière. Donc simplement les questions qui lui sont posées donc, par le sénateur Bulkley. You do not designate yourself as being in any particular business at all, do you know? As I recall, at your place of business, you do not have any sign of any kind. We have no sign that we're a bank. We have our name on the door, that is all. Are you listed among the banks? Is your name listed among the banks? We hope not. Voilà. Donc tout son témoignage est absolument fascinant. Donc je vous encourage à aller le lire. Il ne se considère pas comme un banquier, il ne se considère pas comme un spéculateur et il ne se considère pas comme ayant des rapports de clientélisme avec un certain nombre d'investisseurs. Donc ça, c'est la première chose que Pecora réussit à mettre en avant. Et donc, à partir de là, c'est une nouvelle définition de ce que c'est qu'une banque d'investissement, une banque commerciale qui émerge aux États-Unis et est mise en place en 1933. Alors qu'on en a beaucoup reparlé depuis la crise de 2008 et même avant, la fameuse muraille de Chine entre l'activité commerciale et l'activité d'investissement d'une banque. Donc ça date de 1933. Ce n'était pas présent avant. Et Morgan, ici, explique parfaitement ce que cette fusion des deux capacités signifiait, puisqu'évidemment, tout cela était englobé sous le nom non dit de banque. Alors, à partir de 1933, et donc l'élection de Roosevelt, FDR en 1932, on a vraiment un changement de paradigme, donc une nouvelle doxa que l'on a appelée donc le New Deal, qui ne concerne pas bien sûr uniquement l'économie et la finance, mais aussi la culture, mais aussi la société au sens très très large. Et donc se met en place, en particulier en termes financiers économiques, le Banking Act de 1933, et créé en 1934 la Securities and Exchange Commission, sur laquelle je reviendrai à la fin avec un autre élément d'archive. Donc l'organisme de régulation des marchés financiers, dont on s'est demandé en 2008 où il était et comment il n'avait pu détecter un certain nombre de problèmes, pour utiliser un terme très soft. Et s'engage aussi, à partir de la fin des années 30 et le milieu des années 40, un débat intellectuel donc, qui a à un autre niveau, qui n'a pas lieu au Congrès, alors le terme qui est utilisé en anglais, c'est the steering wheel, c'est-à-dire que vous avez des économistes et des financiers, en particulier Fisher, qui se lancent la balle sur l'idée de quel est le gouvernail, qui doit être ou que doit être le gouvernail d'une économie ou d'un système financier dans son ensemble. Donc ils se répondent par articles interposés, donc je vous en cite quelques-uns. En 1941, Aba Lerner publie The Economic Steering Wheel, à laquelle répond Samuelson en 1948. Donc Samuelson a écrit le manuel d'économie que tous les étudiants d'économie Econ Majors ont lu aux États-Unis jusqu'aux années 70. Donc c'est vraiment la doxa, l'orthodoxie
de l'économie. Milton Friedman, en 1962, lui aussi revient dans Capitalism and Freedom, revient sur la question du gouvernail et qui doit être aux commandes de l'économie. James Buchanan, en 1977, qui écrit Democracy in Deficit, lui aussi explique que le keynésianisme est mort et qu'il faut absolument revenir sur cette notion de gouvernail, donc de steering wheel. Donc c'est aussi bien sûr un très très grand débat de fond, un débat intellectuel qui se poursuit encore aujourd'hui autour de la question de qui est aux commandes, voilà, et que doit-on attendre ou pas. Une des autres leçons de la crise de 29, et c'est la raison pour laquelle j'insiste un petit peu, c'est le passage à l'âge adulte de la Banque centrale américaine. Donc la Fed, dont on a aussi beaucoup parlé depuis 2008, en des termes très différents, est créée en 1913, mais en fait elle devient active, elle devient vraiment partie prenante de ce qui se fait ou pas dans l'économie en 1933, puisque c'est en 1933 qu'est créé le Federal Open Market Committee, qui est en fait une sorte de bras armé de la Fed. Et c'est canal par lequel la Fed agit sur les marchés financiers et donc a un effet sur l'économie. Donc c'est ce que j'appelle the Fed comes of age. Alors, ces éléments que j'ai soulignés, il y en a beaucoup d'autres, que je passe sous silence, mais ces éléments que je souligne permettent de tracer une espèce de filet comparatif entre 1929 et 2008, la crise de 2008, et de voir ce qui a été fait pour essayer de sortir de la crise des années 30, de la Grande Dépression, et ce qui a été mis en place pour essayer de sortir de la grande récession qui est la crise de 2008. Alors, comme vous le savez tous, bon, ça, je pense que c'est une carte que tout le monde a vue, la crise de 2008 est aussi initialement appelée la crise des subprimes, donc des prêts hypothécaires à risque. Donc, je vous ai donné cette carte qui est une carte intéressante parce que c'est une carte qui essaie de montrer la dynamique des défauts des prêts subprimes. Donc, plus c'est rouge, plus il y a de défauts, de défauts de paiement, donc défauts de remboursement, incapacité de rembourser de la part des emprunteurs. Donc ça, c'est publié par la New York Fed, qui est l'une des 12 branches de la Fed en 2008. Donc on voit que la quasi-totalité du territoire américain est touchée, avec en particulier des poches très très rouges que sont la Californie, le Nevada, la Floride, mais qu'il y a beaucoup d'autres coins aux États-Unis, d'autres petites poches extrêmement difficiles. Alors ce qu'on ne voit pas ici, parce que je ne lance pas la vidéo, c'est que la dynamique est très très lente. Donc la dynamique de récupération, c'est-à-dire le passage du rouge au vert, se fait de façon extrêmement lente. Et encore aujourd'hui, on est en 2019, certaines zones sont devenues roses, mais elles ne sont absolument pas redevenues vertes. Donc il y a cette espèce de viscosité ici qui continue. Donc ça, c'est un des écriteaux qu'on a vu dans tous les reportages qui ont été faits sur la crise de 2008. Alors la crise de 2008, elle est aussi liée à une bulle spéculative, en particulier liée à une innovation financière qui ne date pas des années 2000, qui la précède largement, qui est la titrisation. Et c'est la raison pour laquelle une crise qui n'était pas initialement celle liée à des banques, et en tout cas certainement pas à la bourse, se retrouve aussi à l'origine d'un quasi-crack boursier en septembre 2008. Donc la titrisation, c'est ce qui permet de transformer des prêts en un autre actif que l'on appelle donc MBS, Mortgage Backed Securities, et toute une dérivation d'autres titres qui sont ensuite rachetés par un certain nombre de banques et revendus sur les marchés financiers. Donc il y a un phénomène là aussi de leverage, d'effet de levier qui est extrêmement fort et qui n'a pas de limite. Donc c'est ça qui en fait a provoqué la chute de Lehman Brothers en particulier. Et donc c'est à la fois assez fascinant de voir qu'il n'y a pas de limite à l'endettement possible, envisageable, tant qu'on est dans un phénomène de bulle, et que donc la question se pose de savoir quand est-ce qu'on arrête, on décide que cette bulle a atteint une dimension absolument insoutenable. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas été clarifié après 1929, ça n'a toujours pas été clarifié, ça n'a toujours pas été arrêté après la crise de 2008. Donc alors les termes qui sont utilisés en septembre 2008, c'est vraiment l'armageddon financier, c'est la fin du monde, le système s'effondre, enfin je pense que peut-être vous en avez des souvenirs. Il y a vraiment une crainte extrêmement forte pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois aux États-Unis,
et dans le monde entier pour savoir ce qui allait être fait ou pas. Alors, la Fed, comme en 1933, donc là c'est un élément de comparatif assez fort, rentre en jeu, et donc ce que je dis à mes étudiants, c'est qu'ils ont la grande chance de pouvoir voir ce graphique, ce que les étudiants d'il y a 10 ans ne pouvaient pas voir, puisqu'on voit ce décrochage absolu, enfin c'est même un effet visuel, je pense, assez net. C'est le fait que la Fed, donc la Banque centrale américaine, a racheté extrêmement massivement un certain nombre de ce que l'on appelle des actifs toxiques. Et donc là, vous avez tous les actifs toxiques des banques qui ont été rachetés par la Fed pour maintenir le système à flot. Donc ici, la Fed rentre dans une attitude qui est tout à fait hétérodoxe. Ce n'est pas du tout quelque chose qui était prévu dans la façon que la Fed avait de travailler jusqu'alors. Et donc, elle empiète sur un terrain qui n'avait pas été considéré comme le sien jusqu'alors. Alors, ça prend aussi la forme de quelque chose qui ne s'était jamais vu jusqu'alors, c'est-à-dire la baisse des taux d'intérêt de la Fed jusqu'à... Alors, je pense que vous avez peut-être entendu parler des débats entre Trump et le président de la Fed, donc cette espèce de inimitié très très forte. Donc les taux d'intérêt de la Fed étant extrêmement bas, proche de zéro pendant plusieurs années. Donc c'est aussi une façon pour la Fed de perdre un instrument de politique monétaire qu'elle avait auparavant. Est aussi mis en place après la crise de 2008, donc de façon tout à fait similaire à la commission Pecora, la commission Angelides. Donc ici, vous avez à gauche Phil Angelides, qui est le président de la commission d'enquête du Congrès américain, où vous avez des dizaines de personnes qui ont été de témoins, qui ont été entendus pour essayer de tirer les leçons de la crise, et donc un rapport de Angelides Commission que vous trouvez en ligne sans aucun problème, qui fait plus de 600 pages, bien organisé en différents chapitres. Et d'ailleurs, c'est un élément sur lequel on peut revenir, c'est-à-dire comment est-ce qu'on chapitre la crise, comment est-ce qu'on décide que ce découpage qu'on utilisait pas un autre. Et donc ici, vous avez Angelides et Blankfein, Lloyd Blankfein, qui était à l'époque le directeur, le PDG, le président de Goldman Sachs. Alors Goldman Sachs, c'est exactement, on pourrait faire un copier-coller entre Morgan et Goldman Sachs, puisque Goldman Sachs à New York n'a pas, ou en tout cas maintenant très petit, et je peux vous assurer que si on passe devant le bâtiment, on peut très bien marcher sur le trottoir et ne pas se rendre compte qu'on passe devant Goldman Sachs. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est resté depuis Morgan. C'est la même chose pour Neuberger Berman, c'est la même chose pour Lehman Brothers. C'est extrêmement discret, extrêmement petit et very, very concealed. Donc le résultat de cette commission d'enquête, c'est une loi, une très grande loi de réforme qui a un certain nombre d'échos avec certains aspects du New Deal, mais pas tout à fait, j'y reviendrai, qui s'appelle, donc le titre est assez transparent, donc Wall Street Reform and Consumer Protection Act. Voilà, donc la protection du consommateur et la création d'un bureau de protection du consommateur, Consumer Financial Protection Bureau, qui est une agence gouvernementale qui a été extrêmement attaquée au Congrès et qui a dû être protégée, donc en fait dont le budget a dû être pendant les premières années, donc jusqu'en 2015, alloué par la Fed, puisque sinon le Congrès américain allait refuser d'allouer les fonds pour le fonctionnement du CFPB. Alors, je voudrais maintenant, dans une deuxième partie, revenir sur les constantes, donc les constantes systémiques, en fait, qui font que malgré les crises et malgré la puissance des crises, malgré l'impact très très fort des crises, un certain nombre de constantes qui n'ont absolument pas été touchées, qui n'ont absolument pas été attaquées, atteintes par l'impact des crises. Alors, je choisis deux exemples pour le format de ce soir, mais il y en a d'autres. Le premier, c'est le crédit. Donc c'est la polysémie du crédit aux États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je crois que c'est des choses qu'en Europe, on ne voit pas tout à fait de la même façon. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment invasif, et j'utilise ce terme à dessein aux États-Unis, et qui est devenu, je dirais, vital, indispensable, et sans lequel on ne peut pas vivre. C'est vraiment quelque chose qui rentre. Alors on va voir pourquoi. Donc, premier point sur lequel je veux revenir, donc cette constante en filigrane qui est tout le temps présente et qui ne fait qu'être augmentée, de plus en plus apparente malgré toutes les crises. Et Dieu sait si la crise de 2008 a aussi été une crise du crédit pourtant. Et la deuxième constante, c'est ce qu'on peut appeler la crise de l'intermédiation, c'est-à-dire cette espèce de mirage de l'accès direct. C'est-à-dire je peux avoir accès direct
je peux, en tant que citoyen américain, avoir un accès direct à un certain nombre de services financiers. Et c'est ça qui me rend libre. Et donc, je voulais revenir sur ce point-là, puisqu'il y a un certain nombre d'écueils qui, là aussi, sont extrêmement dangereux et contre lesquels il semble quand même difficile de pouvoir faire quelque chose. Alors, le premier point sur le crédit, donc ça, c'était un des éléments sur lesquels j'ai travaillé parmi d'autres, et donc vous aviez un article sur ça. Le crédit à la consommation, donc la société de consommation aux États-Unis, de façon très concrète, elle est basée sur les cartes de crédit, qui sont vraiment des cartes de crédit. C'est pas les cartes que nous on appelle en France par abus de langage en fait une carte de crédit. On a des cartes de débit, donc ce qui est très différent et ce qui est absolument pas. Alors c'est extrêmement rare aux États-Unis d'avoir des cartes de débit. Personne n'a des cartes de débit, tout le monde a des cartes de crédit, real credit. Et la carte de crédit est basée sur un mécanisme au fond assez simple. Qu'on appelle aussi en français, je suis désolée, le crédit revolving credit. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, si vous n'avez pas, et puis si vous avez besoin, si vous ne pouvez pas assainir votre compte, eh bien voilà, il y a une révolution du crédit au mois suivant, puis au mois suivant, puis au mois suivant, et c'est potentiellement infini. Mais évidemment, à chaque fois, vous avez des taux d'intérêt qui augmentent, et donc vous êtes pris dans une espèce de spirale qui peut être infernale. Donc les cartes de crédit sont basées sur ça. Alors pour des raisons aussi, mais je passe très très vite. Pour des raisons législatives, en fait, les chèques aux États-Unis n'ont pas pu se développer pour une question de interstate banking qui a été interdit en 1927 par le McFadden Act. Enfin, j'y reviens pas, mais on pourra en parler. Et donc, c'est ça qui a donné, après la Deuxième Guerre mondiale, se sont développées donc, les premières cartes de crédit qui étaient réservées aux hommes d'affaires, qui étaient donc Diners, American Express, donc qui date des années 50, la fin des années 40. Et puis, peu à peu, les banques commerciales se sont emparées. Et la première, donc, est Citigroup, qui crée, donc, alors avec un terme évidemment totalement englobant, qui est le Everything Card, la carte pour tout. Donc, c'est la première carte de crédit de Citigroup, qui s'appelait à l'époque donc First National City. Elle a changé de nom, Citibank, mais c'est toujours la même banque qui est basée à New York. Alors je fais juste une petite note de bas de page et je vous ai pris ces deux exemples parce qu'il y a aussi un aspect extrêmement sexiste, very gendered pour dire le moins des toutes premières cartes de crédit, puisque les femmes ne pouvaient pas, donc ça c'est jusqu'en 73 et en 75 pour certains États, les femmes ne pouvaient pas avoir de carte de crédit. Donc vous avez, c'est très clairement dit, the two sides of the everything card, et donc l'idée c'est que, alors je ne sais pas si vous arrivez à distinguer, mais his card and her, donc c'est mari et femme bien sûr, et donc là il est écrit pour elle en fait, he signs his name over her name, d'accord. Donc elle est au nom de la femme, mais c'est le mari qui signe, voilà. Et puis j'ai aussi donc ça j'ai eu du mal à obtenir l'autorisation des archives de Citigroup pour pouvoir publier cette photo trouvée dans les archives. Donc c'est un dîner de gala de février 1968. Pardon. Et donc on voit, puisque la carte de crédit vient juste d'être lancée, on voit cette femme nue avec la carte de crédit Everything Card. Voilà, donc c'était quelque chose qui n'avait pas d'effet à l'époque. Alors l'utilisation des cartes de crédit aujourd'hui, elle a absolument explosé. C'est logarithmique le nombre de cartes qui sont aujourd'hui utilisées. Et les Américains ont en moyenne entre 4 et 5 cartes de crédit, l'une servant éventuellement à payer les impayés ou les crédits d'autres cartes. Donc il y a un système pyramidal, un système de cercle vertueux ou vicieux qui est extrêmement important. Et je vous ai aussi simplement donné le site, si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder, donc de CFPB, Consumer Financial Protection Bureau, qui a été créé donc par la loi de 2010, Wall Street Reform. Et ce qui est intéressant pour ce site, c'est que ça peut faire office de source primaire dans la mesure où ils enregistrent des... Alors maintenant, comme on est dans le débat national en France, on commence à avoir l'habitude de ça, mais il y a des sortes de cahiers de doléances. Alors, c'est pas le terme qui est utilisé en anglais, mais évidemment, c'est la même fonction. Donc, consumer narratives. Et donc, ce que fait ce bureau, c'est d'enregistrer un certain nombre de récits
Et c'est absolument fascinant, c'est immense, et c'est classé donc par type alors d'abus, de plaintes, complaints, et donc les gens écrivent pour dire voilà, il m'est arrivé telle mésaventure avec ma carte de crédit, avec telle banque, avec mon assurance pour ma voiture, etc. Donc il y a une espèce d'ouverture de la parole, voilà, pour que les gens puissent essayer de... Et c'est ce qu'essaye de faire le CFPB, mais il a des gros problèmes budgétaires, donc il n'a pas beaucoup de personnel. Ce qu'essaye de faire le CFPB, c'est de jouer un peu les médiateurs, voilà, et d'essayer de voir dans quel cas est-ce que c'est avéré ou pas, etc. Alors le deuxième point qui fait partie d'une constante qui s'est vraiment installée maintenant, qui s'est vraiment, je peux dire, ossifiée aux États-Unis, c'est la question des scores de crédit, qui est en fait une double identité ou une nouvelle identité qui se greffe à sa propre identité de citoyen américain, qui est une identité financière. Donc chaque Américain a un score, ce qu'on n'a pas du tout pour l'instant en Europe. Donc ça prend cette forme. Alors le plus connu est FICO. Donc FICO, c'est un acronyme pour une société qui a été créée en 1954 dans le Missouri, Fair Isaac Company, Mr. Fair et Mr. Isaac. En 1954. Et donc l'idée d'un score de crédit, c'est de faire fi de tous les intermédiaires. C'est-à-dire que vous avez besoin d'un crédit, il n'est plus nécessaire d'aller... Enfin, c'est ce que FICO met en avant, bien sûr, et c'est sur quoi je veux revenir. Et ça n'a absolument pas été remis en question par la dernière crise financière, mais ça a un effet sociétal extrêmement fort. Vous avez donc, il vous est attribué un chiffre, donc vous voyez, entre 300 et 850, sur une échelle de 300 à 850, qui d'ailleurs ne commence pas à zéro, ce qui en soi est un élément important, qui, vous voyez, n'est absolument pas proportionnel, puisque vous voyez que jusqu'à 550, you're very bad credit, d'accord, ça veut dire que soit vous ne réussissez pas à avoir un crédit, soit vous allez payer des taux d'intérêt absolument astronomiques, et donc vous n'allez quasiment pas pouvoir vous endetter, et vous voyez que ça commence à devenir à peu près bon à partir de 700, vous voyez, sur cette échelle de 850. Alors ces chiffres sont absolument arbitraires. FICO est une entreprise privée, et donc on ne sait pas, donc ils utilisent eux-mêmes le terme de black box, on ne sait pas exactement comment, quels sont les ingrédients. Alors on sait quels sont les ingrédients, mais on ne sait pas quelle est leur proportion exacte qui permettent donc enfin on extrapole et on peut le savoir, mais en tout cas ce n'est pas publié sur leur site. Qui font que vous avez telle ou telle note de crédit. Donc, ce que doivent faire tous les Américains aujourd'hui, c'est qu'il est absolument impossible d'avoir le moindre accès au crédit si vous n'avez pas un score de crédit. Aucun établissement, même si c'est simplement parce que vous avez beaucoup d'argent et que vous n'avez pas besoin de vous endetter et que ça, vous êtes considéré comme suspect si vous n'avez pas un score de crédit. Donc c'est quelque chose que les étudiants, dès l'entrée à l'université, dès qu'ils ont 18 ans, en fait, vous voyez, ça les pousse à essayer de contracter un crédit pour pouvoir commencer, alors c'est le terme qu'on utilise, commencer son histoire de crédit. Okay? Well, that's my credit history, qui commence avec moi. Et on atteint un certain nombre d'éléments que je considère être comme des dérives, ou en tout cas qui posent question aujourd'hui sur les effets de ces chiffres sur les sociétés. Oui, les subprimes, par exemple, donc, qui étaient les fameux prêts incriminés pour la crise des subprimes, sont des subprimes. Les subprimes, c'est 650, vous voyez, à peu près, de score de crédit. Ce qui est considéré comme mauvais, mais sur l'échelle, qui n'est en fait pas si bas. Simplement aussi pour vous montrer cette carte, pour donner un petit peu la santé financière en score de crédit des États-Unis aujourd'hui. Donc plus c'est rouge, plus le score est bas. Donc vous voyez que, en gros, tout le sud, tout ce qui est jaune et orange et rouge, donc ça veut dire que les scores de crédit sont mauvais. Donc ça couvre plus de la moitié des États-Unis. Et ça donne lieu, donc je passe très vite, mais ça donne lieu en fait à ce que l'on appelle aux États-Unis un accès au crédit alternatif. Alors, c'est un euphémisme. Alors on trouve un certain nombre donc ça j'ai pris ça l'année dernière, mais il y en a beaucoup, donc toujours des enseignes un petit peu comme ça, un peu vulgaires, un peu accrocheuses, donc qui permettent à des personnes qui ne peuvent pas avoir accès au crédit, donc Payday Loan Store, Checked, Cashed, etc. Et il y a aussi beaucoup de prêts qui sont accordés en donnant the title, c'est-à-dire la carte grise de sa voiture, voilà, en gageant la carte grise de sa voiture. Donc face à ça, la SEC, Securities and Exchange Commission, a essayé de lancer un très 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 vaste
programme de ce qu'on appelle aux États-Unis alphabétisation financière, financial literacy. Donc c'est devenu vraiment tout à fait inévitable. Donc la SEC, donc Securities and Exchange Commission, le gendarme des marchés financiers, publie donc un certain nombre de brochures telles que celle-ci, Ask Questions. Donc ça liste en fait une série de questions très simples que tout Américain, tout investisseur doit pouvoir poser dès par exemple qu'il doit acheter, prendre une carte de crédit, contracter un emprunt, etc. Alors parmi les quelques dérives qui prennent beaucoup d'ampleur, c'est l'utilisation des scores de crédit. Alors il y a un site qui s'appelle Credit Score Dating, et donc où maintenant en fait le score de crédit que vous avez est quelque chose qui rentre en compte dans votre moralité, enfin dans la façon dont vous pouvez aller voir. Il y a eu un article donc j'ai pris ça, mais il y a aussi un article, un très intéressant article de la New York Fed au sujet de Credit Score Dating, que je peux vous donner si vous voulez. Et puis, donc ça, c'est un article du New York Times de 2012, dans la business section, d'accord, on vous dit que perfect tense, c'est-à-dire la meilleure note, okay, is not where you're going to ask a person, but you're going to ask what the credit score is. Voilà. Et donc, c'est devenu quelque chose, voilà, c'est-à-dire je m'engage avec quelqu'un qui est extrêmement endetté, et donc c'est une question que je dois me poser. Voilà. Donc, je voulais vous donner... c'est un peu un clin d'œil, mais pas totalement non plus. Hein, donc je voulais... Alors, FICO, quand on regarde le site de FICO, l'un des slogans d'appel, c'est « Expanding Credit Access Responsibly ». Voilà. Et donc, c'est vraiment l'idée d'être à la fois auteur et, enfin, à l'origine de ces dérives et en même temps essayer de les prévenir. Donc, le score de crédit veut dire que vous avez avec votre chiffre en main, vous n'avez plus besoin de passer par un intermédiaire. Voilà, c'est ça que... Alors, c'est censé être beaucoup plus facile, beaucoup plus simple, mais il reste énormément d'inconnus sur la viscosité du score de crédit. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand mon score de crédit baisse? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il remonte? Donc, il y a tout aussi une espèce de nébuleuse de Credit Repair Bureaus. Donc, vous pouvez payer quelqu'un qui va vous essayer de vous aider à rattraper vos points de crédit. Voilà, donc c'est espèce de chose qui va avec. Alors, le troisième point, j'essaie d'accélérer un peu. Le troisième point et le quatrième point sur lequel je voulais revenir sont plutôt des questions de méthode. Donc, à part donc, tous ces constats un peu de vitrine sur des choses auxquelles on a accès rapidement, je voulais parler très rapidement de... Attention au temps. Oui, j'ai vu. Je vais essayer d'accélérer pour... Pardon. Comment est-ce qu'on peut avoir accès donc, aux données bancaires en particulier? Donc, qu'ont fait les banques, quels sont leurs comptes, que fait FICO, etc. Donc, ce sont des archives privées et à ce titre, il n'y a aucune obligation qu'elles laissent entrer qui que ce soit dans leurs archives. Donc, c'est vraiment extrêmement difficile. Alors, il y a une écoute, je dirais, à la fois sympathique, un peu condescendante pour academics, researchers, etc. Donc il faut écrire un certain nombre de lettres, il faut avoir un certain nombre de recommandations, il faut expliciter son travail. Donc en soi, ça c'est extrêmement intéressant. Et puis on est entendu par un committee, alors dans le cas d'une bank of bankers, devant lesquels vous devez un peu expliquer pourquoi vous êtes là et qu'est-ce que vous allez en faire après et comment ça fonctionne et à quelle conférence vous allez présenter votre papier, etc. Donc il y a toujours une espèce, bien sûr, d'inconnu sur la façon dont on peut avoir accès aux archives ou pas. Pendant que vous êtes dans les archives, vous avez toujours un chaperon qui est derrière vous, au cas où voilà, vous prenez. Donc c'est des choses extrêmement matérielles, mais qui sont très intéressantes. Alors, ce qui est extrêmement difficile et pourtant très utile, c'est d'essayer de voir quels sont les éléments de collusion entre eux, puisqu'on parle beaucoup de lobbying of the financial industry over politics aux États-Unis. Donc je vous ai pris simplement un exemple sur lequel je suis tombée par hasard en cherchant autre chose. Donc c'est une lettre qui en fait a été écrite. Donc j'étais dans les archives de Arthur Levitt. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est tout petit. Arthur Levitt a été le président pendant de très nombreuses années de la SEC aux États-Unis, donc Securities and Exchange Commission, et c'est Arthur Levitt Papers donc ne sont pas à la SEC à Washington, mais une grande partie de ces papers, donc de sa correspondance et de tous ces papiers, de toutes ces archives, sont à Columbia aux États-Unis, à New York, donc dans le Rare Books, et il y a un cas en trop, Rare Books and Collections Archives. Et parmi tous les documents de Levitt, je tombe sur cette lettre que Madoff, donc que
que tout le monde maintenant connaît depuis 2008, donc écrit à Leavitt en 1998, donc 10 ans avant la crise financière, et donc il lui écrit, donc c'est signé de Bernard et de son fils, qui entre-temps d'ailleurs s'est suicidé. Et il écrit donc cette phrase extrêmement laconique: Congratulations from two of your greatest fans. Donc évidemment, la lecture de cette lettre, donc après coup, hein, après 2008, laisse un petit peu songeur sur le rôle qu'a joué ou qu'a n'a pas joué Leavitt et la SEC. Donc ça, c'est un projet sur lequel je travaille en ce moment. Quelle est la réactualisation de la théorie de la capture aux États-Unis, donc qui prend son essor après les années 30 aux États-Unis. Donc comment est-ce qu'un certain nombre d'intérêts capturent ou pas, hein, donc c'est le terme qu'on utilise en anglais, capture ou pas, donc là, le pouvoir public. Et donc ici, on en a un exemple. Buying legislation. Alors, très, vraiment, en 2 minutes, le 4e point, tout rabougri, que je vais rabougrir, la question de la comparaison entre les crises. Alors, bon, c'est un réflexe maintenant qui s'est installé d'essayer de voir, alors, est-ce que c'est comme avant, est-ce que c'est différent? Enfin, voilà, on a beaucoup parlé de... Est-ce qu'on a tiré... Donc, la question, tire-t-on des leçons? A-t-on tiré des leçons? A-t-on compris ce qui s'est passé? Et on peut penser que si on comprend ce qui se passe, ça ne se reproduira pas. Et pourtant, voilà, il y a une itération, hein, il y a une répétition qui pourrait laisser penser que peut-être on n'a pas tout compris, ou tout n'a pas été exploré, ou tout n'a pas été vu. Donc, la question de la comparaison suppose qu'on doive avoir accès à des sources. Dans la question de la collecte des sources et des données, elle est très épineuse, elle est très touffue, elle est très difficile en matière en particulier financière. C'est ce que je viens de dire. Donc, évidemment, ça empiète un peu sur la qualité de la comparaison. Et ensuite, la comparaison devrait permettre de faire des généralisations, c'est-à-dire on sort de la comparaison factuelle, des chiffres, des questions nominales, réelles, etc. Donc, Berloyer en parlera. Et à partir de là, des actions politiques que l'on peut mettre en place, des politiques publiques que l'on peut mettre en place pour essayer de redresser la barre. Alors, il se pose aussi une autre question quand on est dans un système de comparaison, ou quand on est dans une attitude, dans une démarche comparative, c'est toujours la question de la visée, c'est-à-dire la personne qui compare se place dans une position de supériorité, ou de dire « moi je comprends puisque je vois ou je contemple les 2 éléments je pensais-je, à égale distance, et donc je peux dire en ma qualité, voilà ce qui se passe ou pas. Et il y a aussi un phénomène qui se produit, qui est celui du conservatisme de la comparaison. C'est-à-dire que la comparaison a tendance aussi à aplatir. On utilise des critères qui sont les critères d'analyse, qui eux aussi sont peut-être des critères d'analyse qu'on pourrait peut-être aujourd'hui essayer de repenser. Donc c'est plutôt les critères de la comparaison qui pourraient rendre la comparaison plus fructueuse, en fait, hein, plus intéressante. Et donc je conclus en ayant sauté quelques éléments. Les indicateurs donc d'une crise, le taux de chômage, alors tout ce que bien sûr tout le monde connaît très bien, l'inflation, le taux de chômage, la croissance économique. Donc aux États-Unis, après 2008, on a atteint des 10 et des 11 et des 12% de taux de chômage. On ne s'était jamais vu, la croissance s'est effondrée. Et donc il y a tout un travail d'un certain nombre de personnes qui sont considérées comme des hétérodoxes, donc qui restent quand même marginaux aujourd'hui, qui essayent de se baser sur la valeur ce qu'on appelle happiness index, c'est-à-dire est-ce que le taux de croissance, est-ce qu'un bon taux de croissance est quelque chose qui reflète aussi, ou qui peut refléter aussi le degré de contentement, de bonheur, j'ai du mal à utiliser ce terme, mais on pourrait, de bonheur d'une société ou pas. Alors le Bhoutan a mis en place en 1972 le Growth National Happiness Index. Alors tout le monde a rigolé évidemment pendant un certain nombre d'années, et en fait c'est un certain nombre de réflexions qui sont revenues depuis 2010 en particulier, et plus précisément depuis 2012, puisqu'est publié, vous le trouvez aussi en ligne sans problème, The First World Happiness Report depuis 2012, donc qui essaye de voir comment est-ce qu'on peut en prenant en compte des caractéristiques économiques, des critères économiques, des données économiques et financières, mais pas uniquement, essayer de voir en quoi est-ce qu'une société est heureuse, vit bien ou pas. Et puis aussi, ce que je disais tout à l'heure en introduction, le travail de 2008 de Fitoussi, Amartya Sen
Joseph Stiglitz sur les indicateurs économiques qui, selon eux, devraient être revus, et il faudrait essayer de revoir l'échelle un petit peu aussi impérialiste du GDP. Et je voulais simplement terminer par cette... J'avais emmené mes étudiants l'année dernière à la LSI. Écoutez, tout le monde connaît Mohamed Younous, qui est l'inventeur du microcrédit, qui est un économiste qui a été formé aux États-Unis à Vanderbilt, mais qui a eu le prix Nobel de la paix, non pas le prix Nobel d'économie. Alors là, il parlait à l'occasion de la sortie d'un de ses livres, mais en particulier, il essaye de travailler aujourd'hui sur la question de comment sortir de l'économie, comment sortir de la visée financière ou économique. Voilà, j'arrête. La première chose, c'est qu'elle a fait une présentation sur un peu des aspects très longs, dont l'histoire longue compte. Donc je vais faire la même chose. La deuxième chose, c'est qu'elle a dit, j'ai plein de photos et de graphiques et très peu d'écrits. Je vais faire la même chose. Donc, et la troisième, j'ai oublié. Mais j'ai une difficulté qui n'a pas la présentation précédente, c'est que moi, je dois parler d'un grand nombre de pays qu'on appelle, qui sont dans une région qu'on appelle l'Amérique latine. Et cela suppose qu'il y a une certaine homogénéité des composants. En fait, ce n'est que c'est l'idée fausse. Hein, disons qu'on appartient à une région du globe, ça ne veut pas dire que les composants de la région sont homogènes. Donc, malgré, je dirais que l'unique chose qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont différents. Donc, ils ont une histoire plutôt différente, ils ont des institutions différentes, ils ont des visions du monde différentes, etc. etc. Donc, ce qui pose un vrai problème pour parler d'une région complète. Donc, j'aurais aimé parler uniquement de l'Argentine, pour des raisons que vous pouvez imaginer, ou du Brésil, ou du Chili, ou du Mexique. Mais bon, il faut que je parle de beaucoup de choses. Bon, j'ai intitulé ma présentation Le faible apprentissage et la régulation rêvée. Peut-être c'est quelque chose qui a en commun un certain nombre de pays. En Amérique latine, c'est que les classes politiques, les élites, pas uniquement les classes politiques, les élites économiques, les acteurs sociaux, les acteurs économiques, les acteurs politiques, ils ont un faible apprentissage parce qu'ils ne lisent pas l'histoire. Disons que ça... Lorsque j'étais en train de penser dans ce séminaire, j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux dire sur l'apprentissage? Parce que la question qui était posée par Robert, c'était, qu'est-ce qu'ils ont appris les sociétés? Et moi, j'ai commencé à réfléchir, mais apprendre de quoi? Bon, des crises. Ok, mais quelles crises? Et donc, moi, je me suis dit, mais est-ce que c'est la crise de 2008? Non, c'est la crise de 2001. Non, c'est la crise de 95. Non, c'est la crise de 82. Non, c'est la crise de 75. Et ainsi de suite. Et donc, on se pose la question. Et on se pose la question aussi de la nature de cette crise. Pas de la nature financière, mais c'est de la nature conceptuelle de cette crise. J'ai une question, hein, mais tu ne vas pas te sauver. Mais est-ce que c'est des grandes crises ou pas? Alors, ce qui est intéressant, c'est que, du point de vue conceptuel, je dirais qu'en Amérique latine, il y a peu de doutes que c'est des grandes crises. Pourquoi? Parce que ça change énormément de choses. Mais je me permets de débattre si la crise de 2008, c'est une grande crise.
Je crois que ton opinion, c'est oui. Mais dans l'école, il y a d'autres qui pensent que ce n'est pas nécessairement une grande crise. C'est plutôt une petite crise. Pas pour l'ampleur, mais par les conséquences. Mais bon, ça on verra après. Et donc, moi je dis, il y a une absence de lecture du long terme et des conséquences de crise. Je dirais que ce n'est pas la crise de 1930, la crise qui n'a pas été lue en tant que telle, et sinon la crise de la décennie perdue. La crise de la décennie perdue a modifié d'une manière radicale une certaine stabilité, un sentier de croissance avec ses problèmes, etc., et un régime d'accumulation. Et à partir de là, on n'a rien retrouvé dans un nombre de pays les plus gros, je dirais. Parce qu'après, il faut savoir si Haïti, il avait résolu son problème ou pas, au Guatemala, etc. etc. Donc, c'est difficile à parler de l'Amérique latine. Mais disons que les grands pays, Mexique, Brésil, Argentine, Venezuela, Colombie, Pérou, Chili, il y a un certain nombre de grands pays et des moyens pays qui ont eu du mal et qui ont du mal à trouver ce chemin, c'est-à-dire la combinaison d'une série d'institutions et comment on accumule et on distribue de l'autre part. Et ce qui a produit comme résultat un retard de l'Amérique latine énorme par rapport à des pays pas des tailles, mais en tout cas des niveaux de revenus semblables, etc. Et ces manques, donc, à mon avis, et on va les discuter, c'est la décennie perdue. C'est à partir de là qu'on n'a rien appris. En fait. Et la troisième chose, c'est que toutes les discussions en Amérique latine, pas toutes, mais les discussions publiques, certains académiques, dans certains cercles, etc., il y a des bonnes discussions, mais les grandes discussions, compte tenu qu'on n'a pas appris, on fait des mauvais diagnostics. Et lorsqu'on fait des mauvais diagnostics, mais attention, ces mauvais diagnostics ne sont pas uniquement de la orthodoxie, la droite, le libéralisme, les titres que vous voulez prendre. C'est aussi du progressisme, de la gauche, que vous voulez les appeler. Et donc, c'est presque 3 points de la présentation qui sont presque des conclusions de mon travail. Moi, je vais essayer que ne soit pas décousu ma présentation, même si mon PowerPoint c'est assez décousu. La première chose, c'est que c'est peut-être une réalité connue de tous. C'est où se situe l'Amérique latine dans les activités productives mondiales. Voilà. Je mis ces graphiques qui montrent très bien qui met en rapport les avantages comparatifs industriels, manufacturiers, etc., les avantages comparatifs en services. Donc, à droite, si on est bon en industrie, et en haut, si on est bon en service. L'Amérique latine, il est mauvais en industrie, mauvais en service. Ben, c'est intéressant. Donc, ils sont bons en quoi? Ils sont bons en matière première. Bon, je n'ai pas découvert grand-chose. La question, c'est que ça fait, depuis globalisation 1, ça veut dire les années 1910, 1920, et surtout la crise de 1930, l'Amérique latine cherche à trouver une accumulation, un modèle
d'accumulation, modèle de croissance, etc., fondé pas uniquement sur les matières premières. Bon, il y a eu, dans les années 30, 40, 50, 60, jusqu'au début des années 70, un essai. Cet essai, c'est la substitution d'importation, c'est l'industrialisation par substitution d'importation, avec un objectif, avec des politiques actives, etc., dans un monde qui était fermé. Donc, en absence de globalisation, l'Amérique latine pouvait essayer, chaque pays à sa manière, etc., de trouver un schéma autre que celui-là. D'accord ? Le problème, c'est que si on regarde bien, en 2000, donc je dirais pas presque un siècle après, ils n'ont pas sorti, ils n'ont pas trouvé. Et donc, je vais vous montrer d'autres petites graphiques. Et ça, c'est les avantages comparatifs de l'Argentine entre 1962 et 2013. Donc, vous avez une période assez longue. Et en haut, c'est des avantages comparatifs, en bas, des désavantages. Et ce qu'on voit, c'est des petits changements, mais 50 ans après, non seulement les structures primaires dominent, mais il y a une tendance à reprimariser. Donc, l'Argentine, pays des classes moyennes, qui se croient riches, mais ils sont vraiment des pauvres, c'est intéressant ça, parce que la différence avec le Brésil, c'est que le Brésil sait qu'ils sont des pauvres, mais qu'ils vont être riches, tandis que les Argentins, c'est quoi qu'ils sont riches, mais en réalité, ils sont pauvres. Mais bon. Et... Hein? Oui, mais le problème, c'est toujours, on regarde le passé. Les Brésiliens sont un peu plus optimistes, même s'ils se cassent la gueule de la même manière. Et maintenant, si on regarde le Brésil, l'essai brésilien est assez important. Jusqu'à quelle année? 81-82. Donc la crise de la dette. À partir de là, une certaine stabilité dans les avantages comparatifs industriels, mais après, on se reprimarise, donc on se désindustrialise. Regardons un troisième cas, c'est très intéressant, le Mexique. Ça, ce n'est pas les avantages comparatifs, etc. Ça, c'est des PIB par habitant. Et je compare avec la Corée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la différence dans les années 60, c'est qu'ils avaient plus que... Les revenus par habitant mexicains étaient les doubles de la Corée. Mais 82, 83, 84, ça fait combien d'années? 30 ans. Le Mexique, revenu par habitant, ça veut dire, si vous voulez, derrière, productivité, revenus, etc., etc. N'augmente pas. N'augmente pas. Et la Corée, qui était la moitié du Mexique, il est devenu presque 3 fois le Mexique. Et donc, moi, je me suis dit, mais le problème, c'est que beaucoup des élites pensent à ça. Et je peux sortir de ça. Mais regarde pas que dans l'histoire longue, il y a plein de choses à prendre. Mais c'est vrai que l'homme politique, il est plutôt... Ça, c'est intéressant. Ça, c'est la crise coréenne. Oui, mais vous voyez que la sortie de crise coréenne, avec des particularités, il y a la Chine à côté, il y a plein de choses, etc. Ça reprend, avec des particularités différentes. Mais bon, mais ce que je veux dire, c'est, est-ce qu'il faut apprendre de la crise de 2008 ou est-ce qu'il faut, sans doute, la réponse est oui, mais dans des pays qui sont
dépendant non tant de la finance, et on va revenir, hein, mais de la sanction internationale. Hein? N'oublie pas la finance. Hein? N'oublie pas de traiter Ah, pas du tout, hein, tu vas aller voir que je n'oublie pas. Mais, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que la variable, l'institution dominante dans toutes ces histoires longues, c'est l'insertion internationale. Elle, je ne dis pas qu'elle surdétermine le court terme, mais on ne peut pas imaginer qu'on ne peut pas oublier l'insertion internationale en supposant que je peux faire des choses sans regarder les prix matières premières ou les taux d'intérêt internationaux ou les flux de capitaux. Hein. Mais je ne peux pas oublier ça. Sauf que les gens croient et rêvent qu'on peut les oublier. Hein. Bien. Regardons d'autres aspects intéressants. Là, c'est une période un peu... c'est un biographique, mais je n'ai pas eu le temps de l'actualiser. Excusez-moi, mais ça n'a pas changé. J'ai regardé si les systèmes productifs étaient capables d'engendrer des innovations technologiques. Ben, l'Amérique latine, il est en rouge, là. Vous voyez la différence entre comment le système productif fait des efforts pour innover. Ça n'arrive même pas à 0,5. Petite exception du Chili, mais sinon il est très faible. Donc, si on regarde la demande des brevets, ça c'est intéressant aussi. Est-ce qu'on va payer les latino-américains pour les innovations ou eux, ils vont payer? Encore une fois, l'international, c'est intéressant. Et regardez l'histoire longue encore. Ne regardez pas là. Brésil, entre 1975 et 1985, il avait combien de brevets dans les 3 grands marchés du monde? 54. Et la Corée, 27. Regardez, je ne sais pas, le Mexique 20, Taïwan 18. Ça veut dire que jusqu'à ce moment, la capacité à innover du système productif dans l'Amérique latine pouvait engendrer quelque chose qui ressemblait à ce qui s'est passé au sud-est asiatique. Regardez les dernières. À 2014. Le Brésil de 54, il fait 1300, donc c'est génial. Il a multiplié, je ne sais pas pour combien, 30. Mais regardez, les copains des 27 passent à 31 000. Les Taïwan des 18 passent à 4 000. Et j'ai mis les pays qui sont historiquement, qu'on a comparés aux pays de l'Amérique latine. L'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande. Même ces petits pays, il fait 1300. À lui seul, il fait la moitié de toute l'Amérique latine. Bah, c'est intéressant quand même. Hein? Donc, est-ce qu'ils sont capables de ce que j'avais dit au début? Ils sont à la recherche d'un nouveau régime d'accumulation, mais ils n'ont pas réussi. L'Argentine, c'est le cas paradigmatique. On a cherché l'industrie, on a essayé de faire l'industrie intensive, etc. On a créé les marchés internes, etc. Depuis 1975, on l'a tué, cette industrie. Et depuis 1975, jusqu'à nos jours, on continue à rêver de l'industrie. Or, vous avez vu, pas de trace de l'industrie. Mais par contre, le discours des élites, c'est on va réindustrialiser. Les problèmes face à ça, c'est que
les hommes, les élites, oublient les temps. Ils pensent que changer de modèle, ça suffit 5 ans de gouvernement pour changer l'accumulation. Et le discours, c'est « ne vous inquiétez pas, on va tout changer, on va réindustrialiser, etc. » Mais créer l'industrie, ça ne prend pas 5 ans. Ça ne prend pas 10 ans. Ça prend 20 ans. Ça prend 30, 40, 50 ans. Mais on ne le dit pas. Mais parce qu'on a oublié ce que c'est changer de régime. L'éducation. Ben, on veut faire de l'industrie. Mais où se trouve l'Amérique latine ici? Ça, c'est l'école secondaire. Hein? Bon, c'est Pisa, vous connaissez. Hein? C'est le petit point en bleu. C'est le petit point bleu. Est-ce qu'on est bon en lecture? Je dirais que plutôt non. On ne sait pas très bien lire. Est-ce qu'on sait faire des calculs, faire des sciences? Argentine est là. Hein? Donc, les riches européens, ils sont plutôt là. Même pondéré par niveau de revenu. Attention. Bon, je vais passer rapidement ça. Maintenant, donc, on a une incapacité à changer de régime et à prendre les temps longs. Comment apprendre à gérer les désirs et les stratégies de développement lorsque les temps nécessaires pour ces changements sont très longs. Et donc là, je dirais, il y a 2 grandes positions, disons l'orthodoxie, etc. L'orthodoxie, la droite, le libéralisme, les noms que vous voulez donner, je ne vais pas faire je ne vais pas donner des étiquettes, mais tout cet ensemble, en fait, ne sait pas comment s'en sortir. Et lorsqu'on ne sait pas, on se dit, est-ce que quelqu'un sait? Je ne sais pas, mais laissons faire les choses pour voir si ça se corrige. Laissons faire. Et si on a un pépin, ces élites-là, formées aux États-Unis, un système financier hyper développé, je dirais hypertrophié américain, mais j'ai la solution, sans problème. Écoute, prends un peu de dette, comme ça tu peux t'en sortir un certain temps. Ok. C'est un peu des crédits revolving. Hein. Et donc, mais on n'a pas appris que 82 c'est une crise de dette, 95 c'est une crise de dette, etc., etc. Et le problème, c'est que le monde change. Et ce graphique, il est intéressant. C'est un graphique où il n'y a pas de causalité, il n'y a rien. Simplement, je fais la corrélation entre les taux de croissance d'Amérique latine par tous les 15 ans, donc en glissant. Hein. Donc vous voyez 60, 74, 62, 76, 64, 78, un glissement d'une année. Et je regarde quelle est la corrélation entre les taux de croissance d'Amérique latine, mesurés pas comme les taux de croissance pondérés par les populations, mais simplement les taux de croissance moyenne de chaque pays considéré comme un pays, une unité. Sinon, ces graphiques, ça serait le Brésil, ou 3 pays. Quoi. Et la nervosité des marchés financiers américains. C'est quoi la nervosité? Pour ceux qui ont fait des finances ou pas, c'est la volatilité de l'indice. Si l'indice il est trop volatile,
ça veut dire qu'on est nerveux, parce qu'on achète, on vend, on achète. Si on est tranquille, la volatilité est faible. D'accord? Et donc, j'ai mesuré la volatilité sur les Standard & Poor's 500 des États-Unis. C'est les CAC 40, si vous voulez, américains. Et s'il y avait une relation quelconque avec les taux de croissance en Amérique latine. Depuis 1960 jusqu'à les années 80, la relation n'existait pas. Les Américains peut-être nerveux, ils peuvent s'affoler, etc., etc. La croissance de l'Amérique latine va, je ne dirais pas indépendante, mais elle est autonomisée directement de cet indice. Mais à partir de 84, oui, les bâtons sont tous négatifs. Et ça veut dire qu'ils sont négatifs. Plus les marchés boursiers américains vont mal, plus l'Amérique latine va mal. C'est tout bête. Et en plus, bon, pour les statisticiens, c'est significatif. Hein, statistiquement significatif. Mais bon, je passe sur ces côtés-là. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant, justement, je n'oublie pas les finances, c'est que dès qu'il y a la globalisation et l'entrée de la globalisation financière, et ces pays-là s'ouvrent à la globalisation financière dans les années 80, fin des années 70, début des années 80, avec la montée en puissance de la libéralisation financière, des innovations financières, etc. Ben, mon institution dominante, que c'est l'Association internationale, il les frappe de plein feu. Ça n'a rien à voir avec les prix des matières premières. Si la bourse à New York va mal, l'Amérique latine va mal. Bon, encore une fois, je l'ai fait par pays, etc. Il faut dire que l'impact est différent selon chaque pays. Deuxième observation, ça c'est une relation qui n'est pas directe, il y a beaucoup d'intermédiaires entre passer ce qui se passe à la bourse avec les chauffeurs de taxi qui vous demandent qu'est-ce qui se passe avec l'action, qu'est-ce qu'ils m'avaient demandé les types, qu'est-ce qui se passe avec l'action d'une compagnie française, je ne me souviens pas, ça fait une dizaine d'années. J'ai pris un taxi à Manhattan. Et... Ah, vous êtes de France? Oui, oui, oui. Bon. Mais je parle espagnol. Le type, il parlait espagnol, ce qui n'est pas surprenant à New York. Et le type, il me dit mais j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui se passe avec l'action de cette entreprise en France? Parce que je ne sais pas si je vends ou j'achète. Il dit, mais c'est le chauffeur du taxi qui me parle. Non, mais c'est intéressant. Et donc, les canons de transmission entre cette nervosité et l'Amérique latine, il y a beaucoup d'intermédiaires. Mais les constats, c'est ça. C'est pas de la rhétorique, c'est... Bon, c'est vrai qu'on peut mentir avec les stats, mais... En plus, tu veux laisser tout de Oui. Mais... Et donc, les diagnostics, disons, de la partie progressiste, c'est, attention, c'est les finances les coupables. Donc, en fait, c'est la financiarisation. Donc, la droite ne sait pas quoi faire, donc laissons faire, et la gauche dit, ah non, c'est les finances. Et j'ai participé dans un bouquin, vous avez pu télécharger l'article, la CEPAL, la fameuse commission
économique pour l'Amérique latine qui avait une pensée structuraliste, indépendantiste, intéressant dans les années 50-60. Il m'invite à parler de la financiarisation de l'Amérique latine. Je dis, mais... Et si vous lisez les bouquins, tout le monde, tous les articles, tous les gens qui ont écrit dans les bouquins, ils disent que l'Amérique latine, c'est une financiarisation complète. L'unique type dit que vous vous trompez absolument, c'est moi. Je dis, mais les finances ont un impact? Oui. Je vous ai montré, si les Américains se réveillent sur les mauvais pieds d'Amérique latine, un investisseur américain se révèle mal, ben, l'Amérique latine va subir. Mais pour autant, c'est coupable la finance ou l'ensemble institutionnel d'accumulation en Amérique latine qui va mal. Et j'ai fait ces graphiques-là. Et j'ai simplement, bon, c'est une technique, c'est des analyses factorielles, etc., mais c'est pas grave. C'est facile à comprendre que les pays qui sont vers le haut, c'est la version de PowerPoint qui n'est pas... C'est une vieille version. Ben, tous ces pays-là sont liés au marché financier des pays vers le haut. Marché financier, c'est des indicateurs du type coefficient de capitalisation de la bourse, détention d'actions par le secteur privé, etc. Et il y a 4 pays là qui sortent du reste, les États-Unis, l'Angleterre, les Pays-Bas, peut-être l'Australie, mais je ne suis pas sûr. Et ces variables-là sont les variables qui dominent, et donc la capitalisation boursière, etc. À droite, ça veut dire sur l'axe horizontal, j'ai mis l'accès aux services bancaires et financiers de la part de la population. L'Amérique latine, Argentine, Brésil, Mexique, Chili. L'Amérique latine est très loin d'avoir un accès. Donc, est-ce que le système financier dynamise ou pas la consommation de la population? Non, ils n'ont pas accès. La plupart des gens n'ont pas accès au système bancaire. Est-ce qu'ils détiennent beaucoup d'actions? Ils sont à la partie basse, sauf le Chili, par les fonds de pension. Hein. Mais ils sont dans la partie basse. Ici, il y a la France, l'Italie, c'est-à-dire des pays qui ne sont pas, qui n'ont pas ce degré de financiarisation comme les pays anglo-saxons. Donc en fait, est-ce que les problèmes, c'est la financiarisation comme aux États-Unis? Le problème, c'est que la gauche latino-américaine, il a pris les concepts pour critiquer le Nord, mais il l'a pris pour critiquer le Sud. Et donc, en fait, le modèle unique, il n'est pas pensé uniquement par les libéraux. Et aussi, le modèle unique existe pour la gauche. Existe pour la gauche, c'est la financiarisation partout, dans le monde complet. Et qu'est-ce qu'on fait? Si c'est les finances qui sont coupables, si la droite, il a fait de la finance, et il a engendré des inégalités, des pauvretés, etc., nous, on va corriger les inégalités, la pauvreté, etc. Intéressant. Donc, on va attaquer la distribution. Mais on a oublié quelque chose. On a oublié l'accumulation. Et la gauche, c'est tellement encore, un peu ridicule que la gauche oublie Lénine.
C'est intéressant. Est-ce que tu pourrais conclure? Oui, Lénine disait, pour que la révolution russe réussisse, il faut deux choses. Qu'est-ce que c'était ces deux choses? Soviet et acier. Ça veut dire, attention, il faut distribuer, mais il faut produire. Hein? Et bon. Et ces gens-là, ils oublient tout ça. Donc, conclusion. En fait, la conclusion, c'est que on oublie la lourdeur des tendances longues en accumulation. Et les diagnostics qui fait... Et donc, ça empêche d'apprendre. L'homme politique, il est trop pressé pour rêver et faire rêver d'un changement à court terme. Sauf qu'il oublie que c'est le long terme. Pourquoi l'éducation est mauvaise? Parce que l'éducation, c'est un concept de très long terme. Si je mets tout mon argent sur l'éducation aujourd'hui, ce n'est pas moi qui va avoir les bénéfices. C'est d'ici 1 ou 2 générations, ou 3. Et donc, comme on oublie le long terme, l'éducation, c'est un désastre. Et donc, en fait, les problèmes, on se préoccupe de la dernière crise. Mais en fait, ce qui a tout changé, on l'a oublié déjà. On a oublié les grandes crises structurelles qui ont détruit un régime d'accumulation et ils ont détruit des formes sociales, des cohésions sociales. En fait, les sociétés sont assez divisées. Et donc, on rate les diagnostics, on rêve, et on apprend peu ou pas du tout. En fait. Ça, c'est ma conclusion de ta demande. Merci beaucoup.